Roland Gori est professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'université d'Aix-Marseille. Il a initié avec Pierre Félida le séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. Après un baccalauréat de philosophie, il soutient une thèse de doctorat en psychologie portant sur la psycholinguistique, puis une thèse de doctorat d'État en sciences et lettres humaines sur l'acte de parole. En 2008, il a créé avec Stéphane Chédry le mouvement Appel des appels, invitant les professionnels du soin, de la justice, de l'enseignement et de la culture à se rassembler contre les logiques néolibérales de normalisation et d'évaluation conduisant à la prolétarisation de leur métier. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles scientifiques dont La fabrique des imposteurs, La nullité du pouvoir, Comprendre le mouvement Macron, et plus récemment, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, L'étrange défaite de nos croyances. Il est actuellement en charge d'une chaire à vif pour l'année 2020-2021 à l'école d'art de la Cambre à Bruxelles et psychanalyste à Marseille. Bonjour professeur Gori, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode donc dédié à la psychologie de la domination. Première question déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, en termes de psychologie humaine, comment est-ce que les humains sont-ils susceptibles à la domination? Bonjour et merci donc de votre invitation. Alors écoutez, je pense qu'il est extrêmement important préalablement, avant d'évoquer les questions de la psychologie de la domination, de définir ce qu'est la domination du point de vue justement de la sociologie. Alors, comme vous le savez, je cite souvent Max Weber, et il y a un recueil de textes sur la domination de Max Weber qui ont été recueillis. Et Max Weber a une définition justement très, très simple. Par domination, nous entendons donc ici le fait qu'une volonté affirmée, un ordre, du ou des dominants, cherche à influencer l'action d'autrui, du ou des dominés, et l'influence effectivement dans la mesure où, à un degré significatif d'un point de vue social, cette action se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre, en tant que tel, la maxime de leur action, obéissance. Donc, si vous voulez, à mon avis, c'est intéressant parce que finalement, il n'y a pas de politique qui ne soit exempte de cette question de la domination, puisque toute politique implique, comme dit Michel Foucault, une conduite des conduites qui amènent les gens à obéir de gré ou de force. Donc, dominer, c'est tout simplement prescrire des comportements que les sujets font comme s'ils pensaient les avoir eux-mêmes voulus. Et c'est ce qui est très intéressant, puisque, si vous voulez, il y a une espèce de soumission sociale qui opère par le consentement. Et donc, c'est une influence, pourrait-on dire, qui la plupart du temps est insidieuse. Au niveau du pouvoir, le pouvoir, on y reviendra, mais la relation du sujet au pouvoir, le pouvoir, d'une certaine façon, finalement, influence
directement, si vous voulez, le comportement des gouvernés. La domination, c'est beaucoup plus insidieux. C'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire, c'est un réseau, un treillis, en quelque sorte, de prescriptions qui conduisent à influencer l'opinion ou le comportement d'autrui sans que forcément il acquiesce à ce comportement. Donc, on y reviendra. Mais quand vous prenez déjà l'idée, une volonté des dominants qui cherchent à influencer l'action d'autrui, si vous parlez alors en termes de psychologie, dès le début de la vie, puisqu'en quelque sorte, l'autre parental, l'environnement, et d'entrée de jeu, fabrique ses pensées à l'enfant. Freud disait d'ailleurs que c'est par le langage et la parole que l'on fabrique les pensées de l'enfant. Donc, si vous voulez, lorsque on parle à un enfant, eh bien, il va de soi qu'on ne lui donne pas simplement objectivement le monde, on lui donne le monde tel qu'on le voit, tel qu'on le pense, donc avec toute une série de préjugés, toute une série de catégories sociales, de jugements de valeur. Donc, si vous voulez, d'entrée de jeu, on peut dire que nous sommes des animaux sociaux, des animaux politiques, comme disait Aristote, qui, pour se faire reconnaître par l'environnement, d'abord l'environnement proche de la famille et ensuite l'environnement social, eh bien, nous sommes prêts à accepter la colonisation de nos esprits et de nos pratiques sociales par les jugements d'autrui et son point de vue, c'est-à-dire sa métaphysique. Alors c'est un peu terrifiant ce que vous nous dites, parce que ça veut dire que dès le départ, dès la naissance en fait, soit on est dominé par des dominants bienveillants, hein, si on a la chance d'avoir des dominants bienveillants, auquel cas ça se passe plutôt bien, et puis si on a le malheur de tomber sur des dominants, enfin, que ce soit les parents ou la société ou comment dire, les élites, les politiques, les gouvernants. Donc en fait, ça va se passer beaucoup moins bien parce que du coup, enfin, on peut imaginer des dominants bienveillants qui à la limite nous laissent quand même nous développer un peu à notre rythme et selon nos propres aspirations, etc. Par contre, il y aurait des dominants malveillants qui, eux, pour le coup, ils vont essayer de nous formater et puis ils vont probablement y réussir, hein, si je vous comprends bien. Comme disait Ésope, la langue, la parole est la meilleure et la pire des choses. C'est-à-dire qu'en même temps que par le langage, nous pouvons donner un sens au monde, essayer de le comprendre, mais par la manière même dont nous recevons les mots et les paroles nous influence au point que nous faisons notre, sans le vouloir, nous nous approprions le monde tel qu'il nous est donné par l'autre. Alors oui, effectivement, si vous prenez justement la question du début de la vie, c'est extrêmement intéressant, puisque les travaux, par exemple, d'un pédiatre psychanalyste comme Donald Winnicott ont montré qu'il faut un environnement suffisamment bon pour que finalement l'enfant crée le monde qu'il découvre. C'est-à-dire qu'on lui laisse, si vous voulez, un minimum de potentiel créateur pour que on ne l'écrase pas par notre propre connaissance du monde, par nos propres jugements de valeur, sans lui laisser la possibilité, justement, de le découvrir par lui-même. Et c'est un point, si vous voulez, qui est très important, parce qu'un environnement qui contraint le sujet à s'adapter à sa vision du monde est un environnement qui le prive de ses possibilités de création. Donc, pour le dire autrement, on peut avoir à ce moment-là des enfants parfaitement adaptés ou des adolescents parfaitement soumis, mais qui seront quelque part apathiques, qu'ils seront quelque part vidés, si vous voulez, de leurs possibilités, de leurs émotions. On le voit par exemple d'ailleurs dans la clinique du traumatisme, lorsque
les individus au moment des guerres civiles ou des guerres nationales, enfin, etc., ou au moment des traumatismes, vont se mettre en mode opératoire et à réagir comme des robots face, si vous voulez, à l'événement qui vient les choquer, qui vient altérer leur possibilité de vivre et de penser, même sans des dommages physiques importants. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ils sont vidés d'eux-mêmes. Donc, ils s'adaptent à l'environnement, mais un peu comme des machines. Alors ça, c'est un point important sur lequel on reviendra parce qu'il y a souvent, aujourd'hui, avec notre civilisation néolibérale, c'est-à-dire dominée par un capitalisme financiarisé, il y a souvent cette exigence que le travailleur s'adapte parfaitement au comportement qu'on attend de lui, c'est-à-dire à ce qui lui est prescrit par la machine, les algorithmes ou les protocoles. Et d'une certaine manière, il y a là quelque chose de l'ordre d'une civilisation traumatisante, puisqu'elle ne laisse plus aux travailleurs la possibilité d'inventer son propre travail, d'inventer son acte professionnel. Il se soumet justement à la violence de l'environnement. Donc, si vous voulez, c'est très important, effectivement, d'envisager la question de la domination ou du pouvoir en référence, encore une fois, à l'environnement. Ce n'est pas simplement le sujet qui est influençable, ce n'est pas seulement le sujet qui est manipulé, c'est la relation du sujet, du pouvoir, et la relation du sujet, des logiques de domination, si on veut encore une fois faire la différence entre les deux. Et aujourd'hui, peut-être une des grandes violences, c'est que le pouvoir, comme les dominations, peuvent opérer sans autorité. C'est-à-dire à la différence des sociétés traditionnelles, à la différence, si vous voulez, des sociétés, on va dire, où l'autorité pouvait exiger un certain nombre de choses au nom de valeurs sacrées, au nom de valeurs morales, qu'il s'agisse de religion, qu'il s'agisse d'idéaux républicains. Aujourd'hui, finalement, tout ce qui est mis en place, ne serait-ce que par les protocoles sociaux, ne serait-ce que par les prescriptions algorithmiques, n'ont pas besoin d'être justifiés, n'ont pas besoin d'être, si vous voulez, validés par une quelconque valeur sacrée. Le sujet, sans le savoir, est dominé. Et ça, c'est un point sur lequel on reviendra, je pense, qui est extrêmement important. Nous sommes dans des civilisations qui, de par justement la globalisation d'une économie financiarisée et d'un mode de régime capitaliste avec des dialectes différents, bien sûr, selon les régions du monde, mais de par justement ces contraintes, cela amène le sujet à obéir à toute une série de normes, si vous voulez, qui l'influencent, qui déterminent ses comportements sans même qu'il s'en rende compte et sans même que ces prescriptions se fassent au nom d'une autorité, au nom de valeurs sacrées, qu'elles soient encore une fois religieuses, républicaines ou humanistes. Et il obéit sans le savoir. C'est ça qui est tout à fait terrifiant. C'est ça, enfin, comme on dit parfois, le meilleur coup que le diable a réussi, c'est celui de faire croire qu'il n'existe pas. Hein, donc, absolument. Voilà. Absolument. Donc, il n'y a pas d'ennemi, en fait. Il n'y a pas d'ennemi, en réalité. Il n'y a pas de dominant dans la tête des dominés, des dominés les plus dominés, on va dire. Hein. Et souvent, d'ailleurs, le diable fait croire qu'il n'existe pas et considère que ce qu'il exige de nous en termes de soumission, ça n'est rien d'autre que l'objectivité du monde. Et c'est là où il y a quelque chose d'absolument terrifiant, c'est que bien souvent, aujourd'hui, quand on nous dit c'est comme ça et on n'a pas le choix, la fameuse pensée Tina de Margaret Thatcher, there is no alternative. Alternative, oui, effectivement. Voilà, eh bien, c'est une façon de dire que c'est objectif. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a des chiffres. Sauf que, comme le disait Alfred Sauvy, les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par dire ce qu'on veut leur faire avouer. Donc, si vous voulez, c'est la grande imposture du siècle, c'est de faire croire que parce qu'il y a du chiffre, c'est objectif et qu'on n'a pas le choix et qu'il faut se soumettre. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle un exemple bien particulier de la surutilisation des chiffres pour leur faire dire n'importe quoi. C'était l'exemple
du département d'État états-unien. Donc, à l'époque, c'était McNamara, à l'époque de la guerre du Vietnam. Et il est réputé, McNamara, pour avoir utilisé… Alors, lui, il venait de chez Ford, si je me souviens bien, il était PDG de Ford, il me semble, ou d'une autre compagnie automobile états-unienne. Et en fait, voilà, c'est un MBA, si je me souviens bien. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui utilise tout le temps les chiffres pour expliquer tout et surtout n'importe quoi. Et en fait, pendant des années, il avait publié des rapports, mais d'un niveau de détail extraordinaire sur comme quoi les États-Unis étaient en train de gagner la guerre au Vietnam, alors qu'en fait, la réalité était exactement le contraire. Et bien sûr, la supercherie a fini par émerger après quelques années, mais voilà, ça a quand même fonctionné pendant un temps. C'est-à-dire, le Congrès a financé encore plus cette guerre. Des jeunes États-Uniens ont rejoint cette guerre en pensant que voilà, c'était en train d'être gagné, donc voilà, que ça allait pas se passer trop mal, peut-être pour eux. Et voilà, donc tout ça crée beaucoup de malheur, surtout côté vietnamien, évidemment. Mais voilà, même les États-Unis n'étaient pas gagnants au final. Donc c'est un peu ça, hein, j'imagine. Hein, voilà, les chiffres, effectivement, on peut leur faire dire n'importe quoi au final. Alors, c'est tout à fait ça. Alors, on va peut-être essayer d'organiser un petit peu, justement, si vous voulez, le déroulé des choses, parce que là, avec votre exemple, vous touchez, je dirais, l'ensemble des points que je pourrais essayer d'aborder avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, comme c'est Hannah Arendt qui, la première, a montré que, justement, si les États-Unis avaient perdu la guerre au Vietnam, ils étaient par contre persuadés, par les résultats de leur logiciel d'ordinateur, qu'ils l'avaient gagné. Donc on voit bien justement comment cette digitalisation du monde à laquelle nous assistons aujourd'hui, et qui est vraie aussi bien du côté, bien sûr, du monde occidental, dominé par la métaphysique états-unienne, que du point de vue de la Chine, par exemple, où s'installe une espèce de tyrannie numérique, avec surveillance, comme vous le savez, des citoyens par des drones et des processus de reconnaissance faciale, de dépistage, de traque, de contrôle des comportements, qui fait que le citoyen est pris dans un quadrillage digital qui finalement non seulement le suit à la trace de ses comportements, mais a la possibilité d'intervenir et de les corriger. C'est-à-dire que vous, n'est-ce pas, par exemple, vous me téléphonez non pas de Tunisie, mais de Pékin, et nous allons commencer notre interview. Il y a une voix qui intervient et qui dit Monsieur, dites à Roland Gori qu'il n'a pas payé ses impôts. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement nous sommes écoutés, mais en plus, dans notre relation, il y a l'intervention d'un service d'État qui vient finalement vous dire ce que vous devez me dire pour me faire honte et m'obliger à payer mes impôts. Vous voyez, de la même manière, comme vous savez, vous traversez la rue alors que le feu vous l'interdit, n'est-ce pas? Le feu de la circulation vous l'interdit. Eh bien, il y a une voie qui, non seulement vous rappelle à l'ordre et vous demande de remonter sur le trottoir, mais en plus, n'est-ce pas, elle est en train d'évaluer la sanction qu'elle va vous mettre et le crédit social qu'un citoyen chinois de l'ordre de 900 points, comme un crédit à points, par exemple, où on vous enlève des points en fonction des infractions au code de la route, de la même manière, on va vous enlever des points de par l'infraction, n'est-ce pas, au code du bon citoyen. Et c'est très important parce que si vous avez 900 points et puis qu'on vous enlève 300 ou 400 points à force d'infractions mineures, hein, c'est pas frapper votre voisin ni battre votre femme, c'est simplement, n'est-ce pas, ne pas avoir ramassé les excréments de votre chien, avoir traversé au moment où le feu était rouge, n'est-ce pas, ou bien avoir critiqué le Parti communiste chinois, n'est-ce pas, et on vous enlève ces points. Et du coup, votre crédit est tellement bas que vous n'allez pas pouvoir avoir accès à des services de santé ou à des grandes écoles ou à des universités, et jusqu'à ce que finalement, votre crédit social étant trop bas, n'est-ce pas, vous n'allez même plus avoir la possibilité de voyager en train ou un avion. Donc on voit bien comment aujourd'hui, si vous voulez, on peut dominer et gouverner les populations par une gestion algorithmique de leur comportement qui n'a pas besoin de se prévaloir, n'est-ce pas, de Dieu ou de se prévaloir, si vous voulez, des idéaux de la République ou de la Constitution.
on peut gouverner, dominer, sans que ça n'ait l'air, simplement avec justement la digitalisation du monde et les mathématiques rendant compte du comportement qui est le vôtre. Donc véritablement, on va là vers ce que le philosophe Georges Canguilhem appelait une société animale, où chacun a une place et des comportements qui lui sont prescrits, et il doit tout simplement remplir son protocole. C'est ça, oui. Donc effectivement, c'est terrifiant où les Chinois en sont. Et effectivement, la digitalisation, enfin, tout ce qui est numérique, informatique, ça a permis aux États totalitaires d'atteindre un niveau dont devaient rêver les dictateurs et les tyrans il y a un siècle, plusieurs siècles. Hein. Oui, alors, sauf que ce serait une erreur, si je peux me permettre, ce serait une erreur de penser que ça se passe en Chine et Oui, pas chez nous. effectivement. C'est-à-dire que, Effectivement. voilà, si vous voulez, le grand danger, c'est de dire, mais ça, c'est un problème de Chinois, ils ont une dictature du Parti communiste, n'est-ce pas? Et donc, finalement, ils ne font qu'appliquer une technologie de pouvoir qui passe par le numérique pour agir, mais c'est leur civilisation, enfin, c'est leur culture politique pour aller vite. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en France, de plus en plus, en Europe et ailleurs, n'est-ce pas, il y a, si vous voulez, des technologies de reconnaissance faciale, il y a un pistage, une traque des comportements qui passe par le numérique. Simplement, je dirais que la plupart du temps, ces démocraties dites libérales, elles se doivent un peu de justifier au nom, on revient à votre exemple de tout à l'heure, n'est-ce pas, au nom de l'objectivité. Au nom de l'objectivité. Et donc, elles doivent dire que, par exemple, on l'a vu, la campagne, si vous voulez, de gestion de la Covid-19 en France, qui a été une véritable catastrophe, comme vous savez, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous ayons moins de 4% de la population française vaccinée, alors que, comme vous le savez, Israël a plus de 40% de sa population, et n'est-ce pas, le Royaume-Uni a également un pourcentage, je ne l'ai plus en tête, mais extrêmement important. 20%, je crois, ou 15%, oui. Même un peu plus, je pense. Un Mais, peu plus, peut-être. oui, mais ce qui est intéressant, c'est que on nous bombarde de chiffres. C'est-à-dire que pendant des mois, on a eu, n'est-ce pas, un monsieur loyal du gouvernement qui nous organisait tout le cirque, n'est-ce pas, des chiffres pour nous montrer que tout était bien et qu'on faisait au mieux dans le meilleur des mondes, ce qui n'était pas vrai, comme vous le savez, puisqu'on a commencé par dire que les masques ne servaient à rien, puis ensuite on a dit que les masques c'était dangereux, puis on a dit que les masques n'étaient valables que quand on était malade, quand on était soignant, pour finalement aboutir à la prescription obligatoire des masques dans l'espace public. Et on nous refait le coup aujourd'hui avec les vaccins, en passant d'abord par les lits de réanimation, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, c'est pas très éloigné de notre propos, dans la mesure où, en quelque sorte, on est dans une rationalité essentiellement financière qui justifie la domination ou les dominations qu'on nous impose dans le grain le plus ténu de nos existences. Que ce soit, encore une fois, le droit de sortir une heure pour aller faire ses courses, n'est-ce pas, ou que ce soit la possibilité de disposer de son argent ou la possibilité de se déplacer d'un pays à un autre. Vous voyez, et l'objectivité, il faut bien voir que ça rejoint votre exemple des États-Unis et du Vietnam, c'est-à-dire que les chiffres, ça sert à la com, ça sert à la propagande. Et ça sert d'autant plus à la propagande qu'on peut faire croire qu'il donne la réalité du monde. Or, vous êtes ingénieur, vous savez parfaitement, vous connaissez les mathématiques, vous savez parfaitement que jamais un mathématicien sérieux ne prétendrait que les chiffres donnent la réalité du monde. Les chiffres permettent d'organiser de manière géniale, de manière extraordinaire, n'est-ce pas, une structure conceptuelle du monde, mais ça veut dire que c'est le monde réel, c'est le monde tel que les mathématiques le construisent. Et ça, c'est un point important. Or, les chiffres servent aujourd'hui les logiques de domination. C'est à ça que je veux en venir. Et peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais je voudrais montrer, si nous abordons cette question, qu'aujourd'hui, dans le management des hommes
sur les lieux de travail, n'est-ce pas, dans les actes professionnels. On passe justement par, si vous voulez, les scores à atteindre pour pouvoir soumettre les individus et leur faire perdre la responsabilité de leurs actes professionnels. À l'hôpital, ça va être la tarification à l'activité. Dans le monde universitaire, ça va être l'impact factor des revues, ça va être le taux de publication, etc. Au niveau de l'information, ça va être le taux d'audience, c'est-à-dire vous allez être un bon journaliste si vous avez beaucoup de vues sur YouTube, sinon vous serez un mauvais journaliste. Or ça, c'est très grave parce que ça nous donne une société du spectacle qui ne se fie qu'aux apparences et non pas à la valeur. Et du coup, cette société du spectacle étant tellement un décor plâtre, étant un décor en carton plâtre, si vous voulez, il va de soi que tout ce qui est moral, tout ce qui est souci de responsabilité passe à la trappe. Et du coup, d'ailleurs, vous avez un retour, vous le savez mieux que moi, vous avez un retour du religieux qui opère comme venant faire obstruction à cette conception fallacieuse du monde qu'a produit le capitalisme néolibéral. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors juste pour revenir effectivement à votre passage sur les chiffres, donc effectivement, enfin, dans la physique, et puis même dans la vie, il y a une différence entre la carte et le territoire. Hein. Tout à fait. Même quand on fait l'effort honnête d'essayer de cartographier les choses, on n'y arrive pas, hein, parce que la réalité, c'est encore autre chose. Et alors, il y a de la manipulation évidemment derrière, c'est très simple de produire une réalité alternative qui n'a pas de fondement. Au prochain épisode, nous parlerons de néolibéralisme. Tout ce qui ne relève pas de cette pensée des affaires et de cette pensée du conformisme, pour dire autrement, ça passe à la trappe. Et notamment, par exemple, la rationalité substantielle, c'est-à-dire l'éthique, la religion, la morale, etc.